Merci à tous d'être présents. Donc, on se retrouve pour ce deuxième rendez-vous de découverte. Je suis en présence de Véronique Truffaut. Merci à toi d'être là ce soir. Mais merci Est-ce que, à toi et à la est-ce que, grossesse. je te remercie. Est-ce que tu aimerais te présenter de façon très synthétique un petit peu, histoire que les gens te situent? Je te poserai des questions par la suite, mais histoire qu'ils aient une idée de qui tu es un petit peu. D'accord. Ben voilà, je m'appelle donc Véronique Truffaut. Je suis chanteuse, même si enfin, je suis pas certaine aujourd'hui que ça soit le qualificatif qui me corresponde le plus, mais bon, voilà, on en parlera, je pense. En tout cas, animée par la voix, ça c'est sûr, ça c'est certain. Euh, que dire de plus? Pas depuis toujours. Mhm. Depuis maintenant quelques années, mais pas depuis toujours. Euh, Par la musique, oui, ça depuis, j'ai commencé le piano en fait à l'âge de 7 ans. Et voilà, et la voix beaucoup plus tardivement. Et actuellement, je complète ma formation par un master d'ethnomusicologie. Génial. Et justement, dis-moi un petit peu de quoi parle ton master en musicologie, Alors, ethnomusicologie. alors, le master en ethnomusicologie, anthropologie de la danse que je suis à Nanterre, c'est une branche de l'anthropologie, quoi. Et moi, mon sujet, puisque en fait, dans le master, le principe, c'est de faire un sujet d'avoir un terrain précis pour préparer éventuellement à une thèse. Donc moi, mon sujet, c'est la vocalité dans le culte du Bwiti au Gabon, qui est un culte des ancêtres. D'accord, c'est super intéressant, génial. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus de cette expérience sur le Bhouti? Je sais que tu es allé, il me semble aussi là-bas, Oui, tu as fait une représentation l'année dernière aussi pour la grosse pièce par rapport à ça. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? ouais, bien sûr. Donc, en fait, moi, j'ai rencontré le Bwiti complètement par hasard. J'avais jamais entendu parler de ce rituel-là. C'était pas forcément quelque chose auquel, enfin, ni que je recherchais, ni auquel j'étais particulièrement sensible. Donc, c'est au cours d'un stage d'improvisation vocale que j'ai fait pendant 2 ans, à peu près 1 an et demi, 2 ans, avec le même groupe. Et un jour, il y a une des copines, puisqu'on se connaissait, quoi, qui arrive avec une voix, mais complètement métamorphosée. Donc, alors, d'un point de vue vocal, complètement métamorphosée, mais dans l'impro aussi, avec une liberté que vraiment personne ne lui reconnaissait. En fait, c'était super ce qu'elle faisait avant, mais là, il y avait vraiment un truc très, très particulier. Et, donc, moi, je lui demande, évidemment, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Elle me dit, bah, écoute, je rentre du Gabon, j'ai fait un rituel, et voilà. Et moi, je me suis dit, mais je veux faire ça, quoi. Et là, donc, je fais ça. Voilà, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce que j'allais faire. Il a fallu que je vende mon piano à queue quand même pour pouvoir me payer le voyage et l'initiation. Et donc, ça, c'était en janvier 2019 et en juillet 2019, je me suis retrouvée au Gabon, dans la brousse, parce que je suis arrivée, mon avion a eu du retard, donc je suis arrivée de nuit, on m'a mis sur une natte dans la brousse. Voilà quoi, je voyais rien de ce qui se passait, c'était voilà. Et là, j'ai donc fait, c'était combien? 6 jours d'initiation. Mhm. Le Wiki, en fait, c'est un culte des ancêtres où on va questionner le monde invisible et donc tous les, les entités qui peuplent ce monde invisible en faisant un voyage qu'on fait à l'aide de l'iboga, qui est le bois sacré là-bas, et qui a des propriétés hallucinogènes quand on en prend à haute dose. Et alors, dans tout ce qui est, quand je dis monde invisible, entité,
ça peut paraître très très mystique. Pour nous, occidentaux, c'est très mystique. Pour eux, c'est, enfin pour les Gabonais, c'est pas, c'est des animistes, hein, donc même, même s'il y a eu une conversion pour beaucoup forcée par le colonialisme au christianisme, il n'empêche qu'il y a quand même une culture animiste. Et donc pour eux, en fait, c'est juste que le réel, il n'est pas composé que de ce qui est tangible et qu'on peut voir et qu'on peut vérifier. C'est une multitude de choses qui se rencontrent. Et en fait, ce que l'on vit, ce que l'on voit, ce que l'on perçoit n'est qu'une parcelle d'une réalité qui est bien plus vaste. Et, en fait, c'est vrai que la plupart du temps, on n'a pas la conscience de cette réalité, d'où la prise de bois sacré qui a ses vertus, enfin ses propriétés hallucinogènes, donc quand on en prend à haute dose comme on le fait dans les initiations, qui est vraiment là pour aller, pour dépasser en fait cette frontière qui fait qu'on est pour eux constamment divisé. En fait, on n'a pas accès à cette autre dimension. Et d'ailleurs, ça va aussi dans les deux sens. Hein. C'est aussi pouvoir retrouver une communication qui est perdue et qui fait du bien à nous, humains, dans notre réalité tangible, mais qui est nécessaire aussi pour le monde invisible. Voilà. Donc, D'accord. ça a été ma première expérience que j'ai découverte, voilà, avec tout ce que ça peut comporter de surprises, c'est assez violent, on peut le dire, hein. On peut dire physiquement et tout ça, c'est quand même pas rien. Et j'avais le projet de reprendre des études et de faire un master en ethnomusicologie en septembre. Et j'avais choisi comme il fallait présenter un pré-sujet. Et à l'époque, j'avais choisi une pratique vocale en Lituanie qui s'appelle les Sutartinė, dont on pense que c'est un petit peu la dernière trace des musiques sorcières, étant donné que la, l'Inquisition s'est fait enfin, c'est en Lituanie que ça s'est fait de façon la plus tardive en Europe. Donc voilà, donc j'étais partie là-dessus. Et puis, ben, la dernière nuit de mon initiation, qui est la grande initiation, le jour où on prend énormément de bois sacré, où c'est vraiment c'est l'acmé de l'expérience. Là, ça a été, enfin, après cette nuit-là, en fait, on passe une autre nuit dans le lieu où on a fait l'initiation, où on est tous ensemble dans qu'on appelle le corps de garde, qui est une sorte de temple ouvert. Et, euh, et là, j'ai ressenti mais une émotion, mais quelque chose d'une force, en me disant, mais c'est une seconde famille que j'ai là, c'est là qu'il faut que je fasse mon terrain. Je vais aller, c'est certes très intéressant, les sous-tartinés, mais il faut que j'apprenne le lituanien, c'est très loin. Et là, j'ai vécu une expérience incroyable avec des émotions musicales et vocales comme j'en avais jamais ressenti comme ça, quoi, en fait. Et je me suis dit, mais c'est là, quoi. Et donc, le lendemain matin, j'ai parlé aux personnes qui m'ont initiée en leur disant ça. Et ils m'ont dit, mais de toute façon, maintenant, tu es une enfant du village, donc c'est ton village. Tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de venir faire, si tu as envie de faire des études sur ce qui se passe là, ben oui, bien sûr, quoi. Voilà. C'est comme ça que l'aventure a commencé. D'accord. Et justement, ces pratiques-là, musicales, artistiques, autant au Gabon qu'en Lituanie, elles ont été principalement vocales, je suppose? Alors, non, en, en Lituanie, oui, c'est principalement vocal et a cappella. Au Gabon, pas du tout. Là, enfin, pas du tout. L'instrument principal du rituel, c'est la harpe sacrée, mais dont on dit quand même, quand on joue la harpe et qu'il se passe vraiment quelque chose de très intense, on dit que que la harpe parle. C'est-à-dire que là, l'esprit est là, parce que en fait, l'humain, il a pour vocation de rassembler toutes les conditions pour que les esprits descendent, mais
si les esprits n'ont pas à descendre, ils ne descendent pas. Et l'humain ne peut pas contrôler le monde non-humain, quoi. Donc la harpe, c'est un instrument sacré. Donc il peut y avoir des veillées, puisqu'on appelle ça la veillée, qui dure de la tombée de la nuit jusqu'au petit matin, où la harpe, on la joue toute la nuit, mais où elle ne parle pas. Donc on voit déjà bien que rien que dans le fait d'employer le terme parler et pas jouer, c'est qu'il y a un lien avec la voix. Mais vraiment, l'instrument central du Bwiti, c'est la harpe. Et il y a énormément de chants, évidemment, tout le temps, en fait, il y a des chants. Et oui, oui, c'est très, très, très vocal. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours au niveau de la voix? Parce que je sais que tu as eu un rapport un peu spécial par rapport à ta voix au fur et à mesure Ouais, du ouais. temps. Donc moi, au départ, comme je disais là dans la présentation, j'ai appris le piano à l'âge de 7 ans. Et même dans mes rêves, j'ai rêvé d'être danseuse étoile, d'être concertiste. Jamais chanteuse, jamais. C'était quelque chose, la voix n'existait absolument pas dans ma représentation, enfin, ni dans mes rêves, ni dans. Puis, on n'était pas une famille de grands mélomanes, on n'écoutait pas énormément de musique. Enfin, j'ai une culture, même de chansons françaises et tout, qui est assez limitée, hein. Et voilà, donc j'ai fait mon parcours musical sans voix, et même quand il fallait faire des auditions pour la chorale, le conservatoire, savoir si j'étais, dans quel pupitre j'étais, je me suis toujours débrouillée pour ne pas y aller. Voilà, c'était. Et après le bac, donc j'ai fait un doc de musicologie qui m'a pas beaucoup intéressée, sauf les cours d'ethnomusicologie. Et j'ai arrêté et j'ai fait le CFMI. Donc enfin, j'ai présenté le concours d'entrée au CFMI, donc le Centre de formation des musiciens intervenant en milieu scolaire, et je n'ai pas réussi. Et j'ai été convoquée par un des membres du jury qui m'a dit, écoute, moi, je pense que tu as toutes les qualités requises. Si vraiment tu as très, très envie de faire ça, représente-le l'année prochaine. Mais en revanche, il faut vraiment que tu travailles ta voix. Parce que là, il y a vraiment un problème avec la voix. Or, musicien intervenant en milieu scolaire, l'instrument principal, c'est la voix. Tu peux pas faire l'impasse de la voix. Donc là, j'ai commencé à chanter. Mes parents, mais je crois que c'était pour le concours d'entrée, quand mes parents m'entendaient répéter mon morceau pour le concours d'entrée, c'est dire quelle horreur, la pauvre ou les pauvres, je sais pas. Enfin bref, voilà. Donc c'était là où j'en étais, et là j'avais 20 ans. Et donc, j'ai suivi les conseils de cette personne qui a été finalement assez importante pour moi dans ma vie, quoi. Et là, j'ai suivi des cours de chant, pas des cours de chant de technique et tout ça, plus de la chanson française. Ça s'appelait théâtre et chanson, donc le nom dit un petit peu tout. C'était aussi sur la présence scénique, l'interprétation, etc. Mais c'était la première fois en fait que je commençais vraiment à chanter. Et ça a commencé comme ça, mais j'avais pas du tout une voix naturelle, hein. C'était pas du tout. Je commence à chanter, puis on se dit, ah, la voix bien placée. Pas du tout. C'était même plutôt l'inverse. Et puis, je suis finalement rentrée au CFMI. Et, et là, un jour, dans mes études, il y avait un étudiant dont la spécialité était chef de chœur, et qui m'a dit, tu sais, en tout cas, c'est super de t'avoir dans un des pupitres parce que tu as une voix solide. Et c'était la première fois, en fait, que j'avais un retour sur ma voix qui était Mm. positif. C'était très, très étonnant, mais vraiment très surprenant pour moi. J'ai même pensé qu'il me disait ça pour me faire plaisir, en fait, que c'était pas vrai du tout. Et donc voilà. Et petit à petit, bon, voilà, j'ai fait mon chemin sur la voie. Et durant ces études-là, il y avait eu une prof de chant lyrique qui était intervenue, pas directement. Moi, je ne l'avais pas eu, mais j'en avais énormément entendu parler. Et quand j'ai eu mon diplôme,
euh, j'ai eu envie de prendre des cours avec elle. Alors que le chant lyrique n'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. Et c'était une femme, Lise Arceguet, une grande pédagogue, grande chanteuse, mais grande, grande pédagogue. Et ça a commencé comme ça. Mais vraiment, il a fallu que j'aille la chercher, ma voix, mais la chercher. Et ça a été long, très long. Voilà. Ouais. Je pense que euh, j'ai commencé à prendre, enfin, à tenir un petit bout de ma voix, je pense vers 33, 34 ans, quoi. Pas avant, D'accord. voire 30 ans. Voilà. Et j'en... C'est un super parcours, hein. C'est un super parcours, effectivement. Merci d'avoir partagé ça avec nous, c'est génial. Et est-ce que tu peux me dire un petit peu, parce que tu es artiste, tu as fait un spectacle il y a peu aussi par rapport à la Loba, où tu chantes là justement, Ouais, ouais, ouais. c'est ça? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce spectacle? Ouais. Alors, Lalo, bah, pour moi, c'est plus une expérimentation que véritablement un spectacle qui vient là comme une forme aboutie où on présente à des spectateurs une forme qui est aboutie et qui peut se rejouer comme ça plusieurs fois. Donc Lalo, bah, en fait, c'est une expérience que j'ai commencée en 2017. Et donc, moi, dans mon parcours, ce qui m'a vraiment toujours intéressée, c'était le chant traditionnel. Parce que donc je viens du milieu classique, du piano classique, et j'avais l'impression, enfin en tout cas déjà mes premières émotions musicales et vocales, c'était du flamenco, c'était vraiment des voix traditionnelles où j'avais l'impression qu'on n'était pas du tout, on n'était plus dans cette compétition que je vivais dans le milieu classique, qu'on était ailleurs. Euh, alors, j'ai appris depuis qu'il ne faut pas non plus idéaliser, c'est pas non plus dans une sorte de spontanéité et sans regard critique, mais c'est vrai que ça ne se passe pas du tout de la même façon, en tout cas, et la transmission ne se passe pas de la même façon. Et donc, dans tout mon parcours, euh, ce qui m'intéressait en fait, c'était, euh, enfin moi j'étais très attirée par ça et très attirée par le nous que représentaient ces chants de tradition orale qui sont des chants de collectif, quoi. Et moi, je me sentais sans cette attache, ce lien-là un peu terrestre. Et, euh, et donc, j'étais en quête de ça. Et chaque fois que j'ai eu des expériences dans ce milieu-là, en fait, je me suis rendu compte que c'était très fort le nous. C'était magnifique, c'est magnifique, mais c'est aussi enfermant. Et moi, je me sentais dans une forme de jeu, JE, sans nous. Et eux, j'avais l'impression, enfin, j'ai eu l'impression au fil du temps qu'il leur manquait aussi cette dimension finalement de j'existe en tant qu'individu autonome. Et donc, j'ai toujours été intéressée, passionnée, ou en tout cas me questionner sur comment faire une passerelle entre ce jeu et ce nous. Comment relier les deux. Et donc, la Lobe a commencé comme ça parce que j'avais envie en fait de prendre des chants qui avaient été des chants fondateurs pour moi dans mon parcours, ma culture vocale, des chants qui m'ont bouleversée, mais vraiment, sans que je sache ce qu'ils voulaient dire, dans quel contexte ils se chantaient. Et donc, j'avais envie de les relier à ma propre histoire, à ma résonance et donc faire des compos en français, puisque moi je ne parle que le français et très mal l'anglais. Et donc, du coup, de faire le lien entre les deux, entre cette histoire collective et cette résonance qui était quand même très forte pour moi. Donc, j'ai plongé dans ces chants et je me suis rendu compte que sans le savoir, même s'il y avait des chants qui étaient chantés par des hommes, ce n'étaient que des histoires de femmes, mais vraiment des histoires de femmes. Alors qu'il y avait des chants qui venaient, donc chants bulgares, des chants éthiopiens, tziganes, en fait, d'un univers très, très divers. Et voilà, donc j'avais ça, quoi. Et là, j'ai fait appel à une chorégraphe qui s'appelle Anna Eolat, qui est
une femme extraordinaire. Et je lui ai demandé si elle voulait me mettre en espace, parce que pour moi, la voix a un lien au corps qui est, ça peut paraître évident, mais ça l'est peut-être pas suffisamment, je trouve, dans l'enseignement. Et pour moi, voilà, il y a cette connexion. Donc, ça pouvait pas être juste je chante comme ça. Il fallait que ça passe par, peut-être pas de la danse à proprement dit, mais vraiment un travail corporel très, très ancré. Et là, en fait, on a commencé à travailler avec Anna et on s'est posé la question de comment créer, enfin, quel pourrait être le fil rouge de ces chants si disparates. Et à ce moment-là, je lisais Femmes qui courent avec les loups et je suis tombée sur le premier conte qui s'appelle La Loba. Donc, rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'histoire d'une vieille femme dont on parle beaucoup, mais personne ne l'a vraiment rencontrée, qui est assez, dont on dit qu'elle est grosse, velue, une femme sauvage au vrai sens du terme, pas une très très belle femme, une femme sauvage. Et cette femme, en fait, sa vocation, c'était, enfin, son but dans la vie, c'était de ramasser des os, surtout des os de loup. Et quand elle a reconstitué un squelette entier, ben là, elle se met à chanter au-dessus de ce squelette. Et ce squelette, petit à petit, il y a la chair qui vient sur les os, et puis les poils qui repoussent, et la queue qui se dresse, et le loup part en courant et se transforme en une femme libre. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben, ok, voilà, le fil rouge, il est là. Mais on n'a absolument pas voulu faire un travail de conte où on raconte l'histoire de la Loba. Et on a essayé de le traiter de façon beaucoup plus expérimentale, c'est-à-dire de se dire comment résonne ce personnage en nous, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut dire. Est-ce qu'on ne serait pas toutes des lobas? D'abord, est-ce qu'il n'y a que des femmes qui se sentent lobas? Est-ce que c'est pas quelque chose d'humain? Mais voilà, on a et en fait, on a eu quelques dates dont on a décidé que ça serait des présentations d'un work in progress et constant. On n'avait pas envie d'une forme aboutie parce que pour nous, ce que veut dire l'alo, bah, c'est justement la métamorphose, c'est la renaissance, c'est pas quelque chose où on peut dire voilà, là maintenant c'est comme ça. Non, c'est comme la vie, quoi. Ça n'arrête pas de bouger. Et donc, on devait jouer en avril ou mai 2020, et puis bon, est arrivé ce que tout le monde sait, donc on n'a pas pu jouer. Ça a été reporté en début ou fin mai 2021, rebelote. Enfin bon, ça venait à peine de déconfiner, mais on s'est dit avec. En plus, moi, c'était juste mon retour de mon terrain de 3 mois au Gabon. Et là, la programmatrice nous a demandé si vraiment on tenait absolument à le jouer à ce moment-là, si c'était pas mieux qu'on reporte à nouveau. Ça tombait très bien, on s'est dit OK. Et donc, on l'a reporté à fin février, là. Et moi, j'avais plus envie, en fait, de. J'ai mis beaucoup d'énergie pour inviter des programmateurs, sauf que je ne suis pas connue, je ne fais pas partie d'un réseau, donc personne venait. Et là, je me suis dit, en fait, nous avons envie de mettre toute notre énergie dans ce qu'on va présenter sur scène, pas sur les invitations de programmateurs qui, certains, enfin, pour toutes les raisons qui certainement légitimes, qui ne viennent pas. Donc, on ne fait pas de travail de diffusion. Ça sera donc notre dernière date. Et on s'est dit vraiment, ça sera notre dernière date et on va dire au revoir à ce projet de façon la plus digne de ce personnage qu'est la Loba. Et donc, moi, j'ai eu envie de ne plus être seule sur scène. Et j'ai demandé à Anna d'être avec moi sur le plateau. Elle a accepté. Et puis, il y a eu aussi Blandine, qui est la scénographe, dont on s'est dit qu'en fait, c'était beaucoup plus juste qu'elle fasse la scénographie pendant que nous, on était sur le plateau. Et on s'est retrouvés, puisque je les nomme, il y a aussi Tracy qui est arrivée pour la création lumière. Et on s'est retrouvés comme ça, un groupe de femmes de tout âge. Et puis nous a rejoint aussi une autre femme qui a fait une sorte de regard extérieur. Et, euh, et là, en fait, ben, on est arrivé à une forme, non pas qui
qui doit rester figé, mais dont on s'est dit que c'était absolument pas possible qu'il n'y ait qu'une date. Enfin, c'était comme avoir mis un enfant au monde et puis après, pouf, terminé. De toute façon, il n'y a personne pour s'en occuper. On s'est dit non, mais en fait, c'est pas que c'était bien ou pas bien, c'est pas ça. Hein, c'est qu'on s'est rendu compte que dans toute cette histoire, là, c'était comme si elle était vraiment sortie de terre, cette l'aube, la nôtre. Celle... Et donc, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas plus, Mhm. mais je pense qu'il y a, ça ne peut pas, enfin, je pense que ça ne peut pas s'arrêter là. Ça serait trop, enfin, ça serait complètement anachronique avec tout ce qui s'est passé autour de ce projet, voilà. D'accord. Donc on devrait avoir la possibilité de voir peut-être la Loba dans les prochains mois, qui sait. J'espère, vraiment. Mm, mm. Génial. Dans tes dires, j'ai entendu aussi quand même que la question du féminin est assez important. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quel est ton rapport au métier d'artiste en tant que femme? Ben, en fait, moi, mon rapport en tant que femme au métier d'artiste, il a été d'abord jalonné par de nombreuses années où j'ai vécu dans l'ombre d'eux, puisque à la base, en fait, moi, quand j'ai commencé, on était un couple d'artistes et, euh, et pas par la faute de mon ex-compagnon, hein, c'est pas du tout, je veux pas du tout l'incriminer. Je suis autant active, sinon même plus, pour cette mise dans l'ombre, c'est-à-dire que euh, j'avais très peu confiance en moi, je me sentais absolument pas légitime, et donc, en fait, je pense que j'ai commencé à me prendre vraiment en main avec un premier projet qui était un projet qui s'appelait Voy et voilà, j'ai fait, je me suis mise, enfin, ouais, à composer, on va dire, oui, à composer, et en fait, c'était assez étrange parce que je me suis pas dit, allez, je vais composer. Il y a eu des morceaux comme ça qui sont venus, et puis petit à petit, ben là justement, hein, mon ex-compagnon m'a énormément engagé, encouragé à approfondir ça. Il a été très, il m'a vraiment propulsé là-dedans. Mais pour moi, c'était vraiment compliqué à porter. C'était très très lourd à porter, quoi. C'était et je crois que vraiment vraiment vraiment, c'est quand je me suis séparée où là, il a fallu que je sorte de l'ombre, ne serait-ce que pour quelque chose de très trivial, pour faire mon intermittence, tout simplement, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, c'était pour gagner ma vie, quoi. Et je me suis rendu compte que j'avais 41 ans et qu'en fait, personne ne me connaissait. J'étais pas, je n'existais pas. Et je n'existais pas. Donc, en fait, ce que je disais tout à l'heure, là, même par rapport à la LOBA et aux programmateurs, c'est que le système français est tel que une femme qui a une quarantaine d'années et qui propose en plus des projets aussi exigeants, enfin voilà, que la LOBA, qui à 40 ans ne peut pas montrer un peu, enfin dérouler un truc en disant voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et avec un gros dossier de presse et tout, c'est très suspect en fait. Et c'est là en fait que j'ai contacté à quel point, parce que mon histoire, elle est pas, c'est mon histoire personnelle, mais en réalité, il y en a plein de femmes qui vivent ça, quoi. Et j'ai constaté à quel point, en fait, c'était très sournois, cette histoire de femme. C'est que ouais, moi je peux pas dire que j'ai été maltraitée, enfin je peux absolument pas dire tout ça, sauf qu'il y a un conditionnement qui est tel qu'en fait, les choses se font très souvent comme ça. Et donc, il a fallu que je me débrouille. Et, mais c'est pas du tout dans un mode de plainte que je dis ça, au contraire, hein, parce que, enfin, au contraire, je pense que si les choses étaient autrement, ça serait très bien. Mais en tout cas, dans mon parcours, euh, aujourd'hui, enfin, c'est tellement intense et riche ce que je vis, et en même temps avec un tel émerveillement au quotidien, mais vraiment au quotidien, et je trouve que à 48 ans, je ne suis pas une vieillarde, mais en fait, je ne suis pas non plus une toute petite jeunette, quoi. Et d'avoir
la maturité et en même temps la même capacité d'émerveillement que si j'avais 20 ans, ben, je trouve que c'est un truc, enfin voilà, je me sens très, euh, ouais, chanceuse. Enfin, en tout cas, je valorise mon je sens que mon parcours, il est ce qu'il est. Alors oui, je suis pas, je fais pas des grandes scènes, je sais pas quelque chose, la reconnaissance sociale dont je rêvais quand j'étais plus jeune, mais j'ai bien plus en fait. Voilà. C'est formidable, c'est génial, vraiment. Et justement, vu que ton parcours est si intéressant, est-ce que tu avais dit que tu étais pédagogue? Est-ce que tu retransmets ça aussi un petit peu à tes élèves? Est-ce qu'en ce moment tu en as, par exemple? Alors, j'ai des élèves, mais essentiellement des élèves avec autisme. C'est D'accord. euh, voilà. Après, la pédagogie m'intéresse, mais je pense que je ne pourrais pas être simplement, enfin, uniquement pédagogue. Tout comme, en fait, ce qui m'a aussi été, ce qui représentait un problème pour moi, parce que j'avais l'impression de me disperser, je me rends compte aujourd'hui que c'est moi, je suis comme ça. Je ne peux pas être multitâche. C'est l'inverse, je suis multitâche. Je ne peux pas me consacrer à une seule chose. Et, euh, et là, ce que j'essaye de faire actuellement dans ma vie, c'est d'englober un petit peu tout ça dans la pédagogie. Et c'est vrai que la pédagogie, je trouve que c'est quelque chose qui est trop, trop important pour que je ne le fasse pas mais à 100%. Et si je rentre dans une forme de routine, en fait, ben, ça me semble être quelque chose qui est, c'est pas tolérable pour la relation, quoi. Et travailler avec des personnes avec autisme, on ne peut pas faire autrement que d'y être à 100%. Sinon, c'est la catastrophe, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, ou peut-être aussi parce que je suis très intéressée par toutes les expressions extrêmes, y compris vocales, et que là, il y a une forme d'urgence, en fait, et ils m'apprennent énormément. Parce que, en fait, on est obligé d'improviser sans arrêt, on marche sur des œufs, et c'est tellement beau, en fait, d'être en présence de gens qui déconstruisent. Et, enfin, ou qui, c'est même pas qu'ils déconstruisent, c'est qu'ils nous empêchent de construire. Or, ben, moi, comme beaucoup de personnes, je me rends compte que sans le vouloir, je suis sans arrêt en train de me mettre mes petits repères, quoi, en fait. Et là, ben, je ne peux pas faire ça, quoi. Voilà. D'accord, c'est génial. On va bientôt arriver à la fin de cette interview, mine de rien. Je vois qu'il y a encore des personnes qui regardent. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. On les lira. Si vous les écrivez maintenant, ce sera encore faisable. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est quelle question aurais-tu voulu que je te pose? Ah, je sais pas. Non, quelle question? Je ne sais pas. Alors là, je ne peux absolument pas répondre à ta question. C'est pour Bon, moi un échange, en fait, un échange dans lequel j'ai quand même beaucoup plus parlé que toi, mais, mais c'est un échange et du coup, non, non. est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais de nouveau aborder un peu plus ou pour toi c'est bon? Pour moi, c'est bon. Après, je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être. Je ne vois pas de questions écrites. N'hésitez vraiment pas si vous en avez. Bon. Eh bien, je te remercie d'avoir fait partie de cette aventure. Merci. Passe une très belle soirée. Vous aussi qui êtes en train de nous regarder, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère vous revoir au prochain découverte qui sera le mois prochain. Et vous pouvez retrouver Véronique, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Nous envoyer un message également si vous voulez la contacter. N'hésitez pas. Donc voilà. Merci à vous tous. Merci à tous et à toi, Ranaël. À Avec bientôt. grand plaisir. Bonne Au soirée. au revoir.